Le train personnel d'Hitler, le Führer Sonderzug. Durant l'occupation de l'Europe par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, il lui fallait un moyen de se déplacer et un quartier général mobile. Sa réponse ? Un train. Hitler a commencé à utiliser son train personnel en janvier 1939, après avoir commandé plusieurs wagons entre 1937 et 1939, tous fabriqués en acier soudé et pesant chacun plus de 60 tonnes. Quelques mois plus tard, en août, les autorités ferroviaires allemandes, la Reichsbahn, baptisèrent la version de guerre du train Führer Hauptquartier, ou quartier général du Führer, plus tard sous le nom de code America. Mais lorsque la plupart des noms de code pour les trains militaires allemands furent remplacés le 1er février 1943, il fut renommé Brandenburg. Le Führer Sonderzug, train spécial du Führer en temps de guerre, servit à visiter de nombreux fronts et théâtres d'opérations en Allemagne, en Pologne, en Italie et en France. Cependant, le train lui-même est entouré de mystères. On ne saura jamais précisément la composition du train, car après chaque voyage, toute la documentation était détruite pour éviter qu'elle serve contre les nazis. De plus, le wagon personnel d'Hitler a été dynamité le 27 avril 1945 par l'employé de confiance d'Hitler, Julius Gregor Schaub. Mais des informations ayant fuité en juin 1941, ainsi que des archives existantes de la Reichsbahn, nous ont donné une idée de sa composition de base. Le Führer Sonderzug a été réorganisé à plusieurs reprises au cours de son existence. Par conséquent, il mesurait entre 300 et 430 mètres de long et comportait entre 10 et 16 éléments. Les premiers éléments étaient 2 locomotives, à l'origine une seule, suivie d'un wagon plat, le Flakwagen, semblable à un wagon de marchandises ordinaire, mais muni de 2 canons anti-aériens sur le dessus. Un fourgon à bagages suivait le Flakwagen, puis venait juste derrière la voiture personnelle d'Adolf Hitler, le Führerwagen. La voiture d'Adolf Hitler devait être de grande taille car elle comprenait 2 antichambres de chaque côté, une chambre à coucher, une salle de bain, des douches, un salon et 3 chambres d'amis. Suivait ensuite le Befehlswagen, le wagon de commandement, où travaillaient les officiers d'état-major d'Adolf Hitler. La première moitié du wagon avait une salle de conférence avec des cartes et 3 téléphones. Dans la seconde moitié, 4 pièces servaient de centre de communication et de déchiffrement, équipées de standards téléphoniques, d'un émetteur radio et d'un récepteur Morse, afin qu'Adolf Hitler reçoive des informations importantes en déplacement. Ensuite venait le grand commandowagen lumineux, les baraquements pour les 22 soldats SS de la garde rapprochée d'Adolf Hitler et le service de sécurité du Reich, ou RSD en abrégé, suivi du wagon-restaurant, de 2 wagons pour les invités et du wagon-bain. Un autre wagon-restaurant suivait, 2 wagons-lits pour le personnel, puis le wagon de presse, qui abritait le chef de la presse d'Adolf Hitler, le docteur Otto Dietrich, et son équipe. La propagande était clé pour l'emprise d'Adolf Hitler sur l'Allemagne, la presse devait le suivre partout. Les 2 derniers wagons étaient un autre wagon à bagages et un wagon plat. Adolf Hitler devait prévenir jusqu'à 2 heures avant ses voyages dans train, car celui-ci était gardé au dépôt de Tempelhof à Berlin. L'itinéraire et les arrêts étaient réduits au strict minimum, et seules quelques personnes de confiance connaissaient la destination du train. Des policiers patrouillaient de petites portions de la voie pour déjouer toute tentative d'assassinat, par exemple si les Alliés, ou d'autres, faisaient sauter le train. Comme d'autres trains militaires allemands, des wagons accompagnaient ou précédaient souvent le Sonderzug du Führer pour tromper les ennemis. Toute gare où le train s'arrêtait était fortement gardée, et le quai était vidé de tous les bagages, chariots et conteneurs. La police ferroviaire contrôlait les accès, et Johann Radenhuber, commandant du RSD d'Hitler, devenait chef de la police ferroviaire durant tout le voyage. Avant chaque voyage, le Führer Sonderzug était minutieusement inspecté à la recherche d'explosifs ou d'armes dissimulées, et à la fin, tous les comptes rendus du voyage, des notes aux ordres écrits, horaires et documents, étaient rassemblés, comptés et détruits afin de dissimuler l'historique du trajet du train. La routine d'Hitler dans le train consistait à consulter ses conseillers à 10 h du matin dans son wagon de commandement. Il passait le reste de la journée à superviser le travail de ses employés. Peu de ses ordres ont survécu, mais nous savons qu'il avait une interdiction stricte de fumer à l'intérieur des wagons. De 1939 à 1940, Hitler apparaissait aux fenêtres du train lors des arrêts. En saluant et adressant des gestes à ses partisans, il a efficacement renforcé son culte de la personnalité en Allemagne. D'un autre côté, il y avait peu de choses que le RSD de Hitler pouvait faire si un assassin surgissait de la forêt de bras levés et pointait une arme ou lançait une grenade par la fenêtre. Ainsi, cette pratique fut abandonnée,
et il gardait les rideaux de sa voiture tirés durant la fin de la guerre. Ainsi, les rideaux tombaient aussi sur les innombrables juifs déportés vers ces camps de concentration, et sur les ruines de l'infrastructure autrefois fière de l'Allemagne, détruite par les bombardements alliés. Après la campagne des Balkans en 1941, le train n'était plus le quartier général mobile de Hitler, mais il l'a encore largement utilisé pour voyager en Allemagne et vers ses autres quartiers généraux durant la guerre. Chaque fois que Hitler prenait son train privé, sa voiture et son avion le suivaient de près, prêts à emmener le Führer sur le champ. Le 24 octobre 1940, après une rencontre infructueuse avec le général espagnol Franco à Hendaye la veille, Hitler se rendit à la gare de Montoire pour rencontrer le maréchal français Pétain. Dans la voiture-restaurant du train spécial du Führer, le Führer et Pétain discutèrent verbalement pour la première fois d'une collaboration d'État entre la France de Vichy et l'Allemagne nazie. Pétain annonça sa collaboration au public français 6 jours plus tard. Le 27 août 1941, Benito Mussolini, Premier ministre d'Italie et allié de l'Allemagne, rencontra Hitler dans un train de commandement pour discuter de leur campagne contre l'Union soviétique. Les deux hommes prirent le train jusqu'à un site où 2 tunnels renforcés avaient été construits à 30 km l'un de l'autre. Les tunnels, terminés cet été-là par des centaines de travailleurs polonais des camps de concentration, convenaient aux trains spéciaux et pouvaient être scellés en cas d'attaque. Le train spécial de Hitler était dans le tunnel de Strelitsov, celui de Mussolini dans celui de Stepena. Et Hitler n'est jamais sorti du train. Chacun des tunnels mesurait 480 mètres de long, 8,3 mètres de large et 12 mètres de haut. Ils étaient renforcés avec 2 mètres de béton solide, dans le but de résister à de lourds bombardements aériens, jusqu'à l'arrivée des renforts. De façon surprenante, les énormes tunnels bunkers coûteux ne furent utilisés que 2 fois par le Führer au cours de la guerre, la seconde fois avec Mussolini en octobre, 2 mois plus tard. Plusieurs tentatives d'assassinat ont visé Hitler pendant la guerre, dont une britannique prévoyant de bombarder son train spécial, mais elle resta à l'état de projet. Les agents des opérations spéciales britanniques, formés aux explosifs, étaient confiants de pouvoir faire sauter le train. Cependant, le plan n'a jamais abouti, car il a été jugé irréalisable en raison des préparatifs minutieux d'Hitler, avant chacun de ses voyages à bord du train. Son trajet imprévisible empêchait les Britanniques de placer une bombe efficacement. Les gardes étaient prévenus que peu avant son arrivée, et ils voyageaient à des horaires irréguliers pour brouiller les pistes. Pour réussir, un assassin aurait besoin d'un accès immédiat et secret à toutes ces informations confidentielles, ainsi que de parvenir à éviter la surveillance des gardes ferroviaires permanents. Une fois cette idée abandonnée, un plan de courte durée consistait à ajouter 768 grammes de ce qu'on appelait le poison 1 à la réserve d'eau de la cuisine du train. Le poison en était mortel, sans antidote, et ses effets apparaissaient après environ 1 semaine. L'assassin serait un étranger, recruté pour laver les wagons du train, et il trouverait une occasion de verser le poison dans le réservoir d'eau de 540 litres du wagon-restaurant privé d'Hitler. Bien que la nourriture et les boissons en bouteille des passagers soient contrôlées, le SOE britannique estimait que l'eau du robinet ne l'était pas. Par conséquent, étant donné qu'Hitler aimait boire du thé, l'eau empoisonnée passerait probablement inaperçue lorsqu'il la mélangerait avec du lait. Cependant, cela a rapidement été jugé trop difficile. Le dernier voyage d'Hitler à bord du Führer Sonderzug eut lieu le 16 janvier 1945 lorsque le dirigeant nazi quitta son quartier général à Aldhaus pour retourner à Berlin. Bien qu'Hitler ait tenté de détruire le train, en ordonnant à la SS de le faire sauter, ces 2 wagons en acier ont survécu à la guerre. Ils furent répartis entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui en restituèrent ensuite les pièces dans les années 1950. Konrad Adenauer, chancelier allemand, a utilisé certaines pièces pour son train, tandis que d'autres sont restées en service jusqu'en 1990 avant leur retrait. Certaines de ces voitures sont encore visibles aujourd'hui dans divers musées en Allemagne.